Le XVIe siècle français, c'est un peu comme une pièce en deux actes. Le premier, c'est l'éclat, la splendeur de la Renaissance. Et le second, un bain de sang. On va explorer ensemble ce basculement radical. Une époque de rois plus grands que nature, d'art absolument sublime, mais aussi d'une haine religieuse qui va littéralement déchirer le royaume. Le roi de France est le roi des bêtes. C'est fort, non? Cette phrase de l'empereur Maximilien, elle dit tout. Elle résume parfaitement ce qu'était le pouvoir en France à ce moment-là. Une monarchie quasi absolue. Le roi parle, tout le monde obéit, sans discuter. Et c'est sur ce trône, justement, que vont s'asseoir des rois aux ambitions, complètement démesurées. À commencer par le plus illustre d'entre eux. Alors, notre premier personnage principal, c'est lui, François Ier. Si on devait choisir un seul roi pour incarner la Renaissance française, ce serait lui. La grandeur, l'ambition, cette fascination pour l'art, il est tout ça à la fois. Pour bien saisir le début du XVIe siècle, il faut imaginer un duel de titans. D'un côté, François Ier, un colosse de presque 2 mètres, le roi chevalier, fou de culture. Et de l'autre, Charles Quint, l'empereur dont l'empire est si vaste qu'on dit que le soleil ne s'y couche jamais. Leur rivalité, leurs affrontements, ça va façonner toute la politique européenne pendant des décennies. 20 000, c'est juste un chiffre, mais il faut s'arrêter dessus une seconde. 20 000 morts, c'est le bilan effroyable d'une seule bataille, Marignan, en 1515. Une véritable boucherie. Mais c'est cette victoire qui, dès le début de son règne, offre Milan à François Ier. Et c'est elle qui va forger sa légende, celle du roi chevalier, glorieux certes, mais aussi absolument impitoyable. Mais attention, François Ier, ce n'est pas qu'un chef de guerre, loin de là. Son véritable héritage, ce qui reste de lui, c'est la façon dont il a sculpté la France moderne. Pensez-y, il fait venir Léonard de Vinci, il fait construire des châteaux de rêve comme Chambord, et surtout, il impose le français comme langue officielle du royaume. C'est un acte fondateur qui va cimenter l'unité culturelle et politique du pays pour les siècles à venir. Ok, on a vu la splendeur, la fête de la Renaissance. Maintenant, il faut imaginer que les lumières s'éteignent et que des nuages très, très sombres arrivent à l'horizon. Une nouvelle force, le protestantisme, débarque en France. Et cette force va bientôt tout déchirer sur son passage. Imaginez la scène. Une nuit, en 1534, on se réveille, et partout, il y a des affiches qui attaquent violemment la messe catholique. Elles sont partout en France, et il y en a même une clouée sur la porte de la chambre du roi. Là, on ne parle plus d'un débat théologique. C'est un affront direct, une provocation totale à son autorité et à sa foi. Pour François Ier, c'est clair, la ligne rouge a été franchie. Fini la tolérance, la répression va commencer. Et il faut bien comprendre que les fractures sont béantes. On ne parle pas de petits détails théologiques là, non. Tout oppose les deux camps. L'autorité du pape, le nombre de sacrements, le sens même de la communion, ce sont deux visions du monde totalement irréconciliables. Et ce fossé idéologique, il va très vite se transformer en un véritable champ de bataille. Écoutez bien cette phrase, tirée d'une de ses affiches. « Il ne peut se faire qu'un homme de 20 ou 30 ans soit caché dans un morceau de paste. » La violence de ces mots est inouïe. Ça s'attaque directement au cœur du réacteur de la foi catholique, l'Eucharistie, la présence du Christ dans l'hostie. Pour les protestants, c'est de l'idolâtrie. Pour les catholiques, c'est un blasphème qui ne peut être pardonné. À ce stade, le dialogue n'est tout simplement plus possible. Bon, l'histoire prend maintenant un virage serré. On passe au fils de François Ier, Henri II. Et on va voir comment un simple accident, un coup du sort, va faire basculer tout le royaume dans le chaos le plus total. Alors, Henri II, c'est tout le contraire de son père. Oubliez le roi solaire, passionné d'art. Lui, il est sombre, morose. C'est un catholique fervent, presque austère. Et il a une obsession, écraser cette hérésie protestante qui, selon lui, menace de détruire son royaume. Avec lui, la persécution monte d'un cran. Et là, on arrive à une scène digne d'une tragédie grecque. Le 30 juin 1559. Il y a une grande fête, en tournoi. Des astrologues, comme Nostradamus, avaient prévenu le roi. Pas de combat singulier, mais Henri II adore les joutes, il ne peut pas résister. Il affronte le capitaine de sa garde, Montgomery. La lance de Montgomery se brise sur le casque du roi. Un éclat de bois, de 10 cm, lui rentre dans l'œil. C'est un accident, un terrible accident. Le roi le plus puissant d'Europe va mourir dans d'atroces souffrances 10 jours plus tard. Et ce simple éclat de bois, il vient d'ouvrir la porte à plus de 30 ans de guerre civile. Et soudain, c'est le vide. Le trône est vacant, ou presque. Le pouvoir se retrouve entre les mains d'une femme, la veuve du roi, Catherine de Médicis, et de ses fils qui sont encore jeunes et fragiles.
Pour les grandes familles nobles du royaume, qu'elles soient catholiques ou protestantes, c'est le signal, c'est l'occasion rêvée de prendre le pouvoir. Au milieu de cette tempête, on trouve donc Catherine de Médicis. Et pendant 30 ans, cette femme, qui est une politicienne absolument remarquable, va tout, mais vraiment tout tenter pour faire une seule chose, sauver le trône pour ses fils et empêcher le royaume de sombrer complètement. Pour bien comprendre la situation, il faut voir ça comme une partie d'échecs à 3 joueurs. D'un côté, il y a le clan catholique, mené par la très puissante famille de Guise, qui lorgne clairement sur le trône. De l'autre, les Huguenots, les protestants, menés par l'amiral de Coligny. Et au milieu de tout ça, qui on trouve Catherine des Médicis. Elle essaye désespérément de maintenir l'équilibre, de jouer une faction contre l'autre, juste pour survivre et préserver la couronne. Après des années d'échecs, Catherine tente un coup de poker, son va-tout, un mariage. Mais pas n'importe lequel, le mariage de sa fille, la catholique Marguerite de Valois, surnommée Margot, avec le chef des protestants, le jeune Henri de Navarre. Sur le papier, c'est l'union de la dernière chance, celle qui doit sceller la paix. Mais dans la réalité, ce mariage va servir de détonateur au pire massacre de tout le siècle. On arrive maintenant au cœur de notre récit, au point de non-retour, la Saint-Barthélemy. La question est simple et terrible. Comment des noces censées amener la paix ont-elles pu se transformer en un tel carnage? Alors voilà, nous sommes le 18 août 1572. Pour ce mariage, des milliers de nobles protestants débarquent à Paris. Mais Paris, à cette époque, est une poudrière. La ville est farouchement catholique, chauffée à blanc par des prêcheurs fanatiques. L'arrivée de toute cette noblesse huguenote, pour un mariage que beaucoup jugent abominable, l'atmosphère est plus qu'électrique. Elle est explosive. 4 jours seulement après le mariage, l'étincelle met le feu aux poudres. Un tireur tente d'assassiner l'amiral de Coligny, le grand chef protestant. Il le rate, ou presque. Coligny n'est que blessé. Mais pour les protestants, c'est la preuve qu'ils attendaient. C'est un complot. Ils sont furieux, ils crient vengeance, et la panique s'empare de la ville. Et c'est là que tout bascule. Catherine de Médicis panique. Elle est persuadée que les protestants préparent leur vengeance, peut-être même un coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Dans sa tête, la seule solution pour sauver la couronne de son fils, c'est de frapper la première. Elle prend alors une décision absolument terrible, lancer une opération ciblée pour éliminer tous les chefs protestants présents à Paris. Elle va voir son fils, le jeune roi Charles IX. C'est un homme fragile, influençable. Il hésite, il résiste, puis il finit par céder à la pression. Et dans un accès de fureur, il aurait prononcé cette phrase terrible. « Eh bien qu'on les tue, mais qu'on les tue tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » Cet ordre, il va bien au-delà de l'opération chirurgicale. Il ouvre la porte à une boucherie. Ce qui ne devait être qu'une série d'assassinats ciblés va dégénérer en une furie populaire incontrôlable. Dans la nuit du 23 au 24 août, un signal est donné par les cloches de l'église. L'amiral de Coligny est le premier à être assassiné, son corps jeté par la fenêtre. Et puis, la haine, la peur, la paranoïa accumulée depuis des années explose. Les milices catholiques, mais aussi la population, se lancent dans une chasse à l'homme. On tue son voisin protestant. On profite du chaos pour régler des comptes personnels. Le prétexte religieux couvre toutes les horreurs. Le sang coule à flot dans les rues de Paris. 3000, c'est le nombre estimé de morts rien qu'à Paris, en à peine quelques jours. Et le massacre ne s'arrête pas là. Il se propage comme une traînée de poudre dans les autres villes de France, faisant des milliers d'autres victimes. La Saint-Barthélemy, ce n'est plus seulement une date, ça devient le symbole absolu, terrifiant, de l'intolérance religieuse, le point culminant de ces guerres qui déchirent le pays. Toute cette histoire tragique nous laisse avec une question fondamentale et qui reste d'actualité. Quand un pouvoir, un royaume, un État exige l'uniformité, une seule foi, une seule pensée, est-ce que la violence est le seul résultat possible? Le XVIe siècle français, lui, a donné une réponse sanglante.